un micro. Je veux bien que vous fassiez passer. Oui, bonjour. Peut-on savoir l'augmentation des agriculteurs en difficulté en 2025-2026 par rapport aux autres années, par rapport à la crise? Nous, comme moi je suis salarié, je ne peux pas trop savoir. Donc, vous comprenez la question que je veux poser? Donc plutôt une évolution chiffrée des situations? Non, ou le pourcentage par rapport aux autres années, l'augmentation des agriculteurs en difficulté en 2025-2026. Ça doit être possible de pouvoir... Alors effectivement, hein, les suivis au plus près que nous avons des chiffres à travers les revenus, etc., nous permettent d'avoir une vision précise. Donc on a parlé tout à l'heure de l'évolution à la baisse des revenus, du niveau de revenus moyen des exploitants agricoles. Donc je redirai peut-être juste je ne vous dirai pas à la virgule près. On a dit que le revenu agricole moyen 2025, donc des exploitants agricoles, était pour notre caisse Berry-Touraine autour de 12 000 €, avec des disparités entre nos 3 départements. Pour l'Indre, c'est plutôt proche de 7 000 €. Pour l'Indre-et-Loire, 13 000 à 14 000. Et pour le Loir-et-Cher, autour de 17 000. Voilà. Et donc, ce qui était les revenus 2025 étaient déjà en dégringolade par rapport à 2024, qui étaient en dégringolade par rapport à 2023. Donc c'est des chiffres, effectivement, dont nous disposons. Après, ce qu'on peut dire sur la difficulté des réalités de trésorerie, par exemple par rapport aux appels de cotisation, c'est que la majorité des exploitants agricoles, le calcul des cotisations est basé sur la moyenne triennale. Et donc, il peut y avoir des effets à rebours de bonnes années. Sauf que là, on a un enchaînement de mauvaises années après des années qui étaient plus favorables. Donc, il n'y a plus la trésorerie sur l'exploitation et il y a malgré tout des appels de cotisation. Donc là, on va arriver à la fin de la période triennale favorable sur laquelle sont imposés les exploitants. Mais donc, évidemment, on dispose de toutes ces informations. Je voulais ajouter que pour qualifier en fait la situation, on a plusieurs indicateurs. Il y a effectivement ce que disait notre présidente sur la diminution du revenu agricole, et c'est vrai que ça se cumule depuis les revenus de 22 qui étaient assez hauts parce qu'il y avait un effet sur guerre en Ukraine avec augmentation du prix des cours de marché. Après dégringolade de 20%, puis dégringolade encore de 20%, on est à quasiment entre 40 et 50% de la chute du revenu. On peut y ajouter des éléments concordants sur l'augmentation du nombre de plans de paiement qu'on accorde. Donc, c'est un reflet de la situation. Et là, on est en accompagnement. On a quasiment augmenté de moitié la volumétrie. On a des indicateurs sur le mal-être aussi qui sont concordants. Les indicateurs de mal-être ont augmenté. Alors, cette augmentation, elle peut se lire de deux manières. D'abord parce que les gens sont plus en mal-être, mais aussi parce qu'avec les campagnes de communication sur l'accompagnement, les gens se tournent aussi un peu plus vers nous pour faire part de leur mal-être. Et donc, quelque part, ça contribue aussi à l'augmentation de la statistique. Mais de notre point de vue, il vaut mieux qu'on ait connaissance de ce mal-être pour pouvoir intervenir. Et puis le quatrième indicateur qui peut nourrir ce reflet de la difficulté dans laquelle se trouvent les agriculteurs, c'est l'augmentation des restes à recouvrer, ce qu'on appelle les restes à recouvrer chez nous, c'est-à-dire les défauts de paiement de cotisation. Et là aussi, on a beaucoup augmenté. Donc tous ces éléments mis bout à bout montrent qu'en fait, il y a une difficulté sur le monde agricole.
Voilà. Et ce qui justifie encore plus ce que disait le président Fruttero, c'est qu'on soit là sur le terrain pour amortir ces crises-là, parce que si on ne le fait pas, qui va le faire ? C'est ce que effectivement je voulais apporter comme précision. Alors moi je connais pas les chiffres locaux, mais de manière générale, en fait, aujourd'hui, autour de la ferme France, si vous voulez, on voit bien que le contexte devient quand même extrêmement préoccupant. La chute des revenus, voilà, de manière générale, ça a été dit. On a sorti de l'assiette triennale l'année 2022, qui était une bonne année pour entrer une mauvaise année. Donc on voit bien, on le voit, hein, donc sur les appels de cotisation, on le voit sur les taux de reste à recouvrer qui de manière générale progressent. On le voit sur le taux d'appel à la centrale d'écoute, où effectivement on voit bien que le malaise progresse. Et puis effectivement, on voit ce sentiment, hein, aujourd'hui de malaise face à une perspective qu'on n'a pas. Et aujourd'hui, que demande le monde agricole ? D'avoir cette vision, d'avoir cette perspective pour demain pouvoir se projeter. Et dès lors qu'on ne peut pas se projeter, eh bien voilà, c'est quand même un sentiment de fragilité qui arrive. Et ce sentiment de fragilité, il faut l'accompagner. On est là pour l'accompagner, mais ça devient quand même extrêmement difficile. Donc tout ne va pas mal non plus. Voilà, il faut quand même être lucide, il y a quand même des choses qui fonctionnent, il y a quand même des fermes qui fonctionnent, mais aujourd'hui on a le sentiment que de manière générale quand même, l'agriculture française est en proie à des difficultés assez importantes. Merci. C'est gentil de me donner la parole juste à ce moment-là, parce que dans ce contexte dont vous venez de nous faire l'état, la question et toute cette presse, cette presse que se fait le monde agricole, qui n'est pas toujours bonne à notre égard, à l'égard de la mutualité sociale agricole. Moi, j'aimerais savoir, parce que pour moi, ça devient de plus en plus une question. Eh bien, comment on peut faire pour valoriser un peu plus et encore davantage l'action de la MSA en règle générale, et entre autres la MSA de Berry-Touraine et des élus que nous sommes auprès des assurés de ce monde agricole en perpétuel mouvement et en perpétuelle interrogation. Merci. Alors, je pense que ce qu'on a pu exprimer ce matin, en tout cas, en mon nom personnel, ce que j'ai pu exprimer sur les constats, il n'y a pas de naïveté dans mes propos sur la situation, mais je voulais assurer de ma sincérité. Et je pense vraiment qu'on doit... je vais reprendre les mots, connaître, reconnaître, enfin faire connaître et reconnaître. Je pense qu'on a tous notre responsabilité, là aussi je vais reprendre les mots, notre responsabilité déjà en tant que délégué, avec le niveau d'information qui est le nôtre, avec les outils qui sont mis à notre disposition, de prendre toute la mesure de ce qui est possible en MSA, pour pouvoir le relayer. Je pense pouvoir dire effectivement qu'à travers toutes les réunions auxquelles on a pu assister au cours des derniers mois, la vision de la MSA est souvent réduite. Et voilà, je pense qu'on a tous... alors, au niveau fonctionnement caisse, on a approuvé que ça fonctionne. Et au niveau terrain, on a à montrer que c'est plus que ce qu'on pense en connaître. C'est un sujet important, ce dont vous parlez, c'est le sujet alors d'une part de la communication, c'est le sujet du rapprochement, voilà, de nos ressortissants avec l'institution. Moi, je vois plusieurs niveaux à ça. Il y a d'abord
un premier niveau, une communication très court-termiste, voilà, de pédagogie, d'explication de ce qu'on est, de ce qu'on fait, comment on le fait, cet aller vers que l'on mène, de sensibilisation. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui d'aller au contact de ces populations, et certainement très tôt, certainement dans les lycées, pour commencer aussi à acculturer ces jeunes à ces enjeux, bien sûr de la mutualité sociale agricole, si on va dans des lycées d'enseignement agricole, et puis plus largement de reparler de la sécurité sociale, parce qu'aujourd'hui on a fêté les 80 ans l'an dernier de la sécurité sociale, et moi j'ai le sentiment que de manière générale, voilà, on perd de vue, ou un certain nombre de nos concitoyens et de nos ressortissants ont perdu de vue les fondamentaux de la sécurité sociale et donc de la protection sociale et donc de la MSA en ce qui concerne nos ressortissants. Peut-être s'en est-on trop éloigné aussi de nos adhérents. Certainement, on a aussi une part de responsabilité. Par contre, la responsabilité qui est la nôtre aujourd'hui, c'est de revenir vers eux, de tendre la main et surtout d'expliquer pourquoi on est là. Le modèle aujourd'hui, il est comme ça. On cotise selon ses moyens, on reçoit selon ses besoins. C'est fort comme action. Et donc, on a besoin d'une communication large, de court terme, pour parler à nos populations, pour expliquer sur les sujets qui sont les nôtres. Pascal Cormery a beaucoup parlé de l'explication de la pédagogie autour des cotisations. Expliquer un bordereau de cotisation à un exploitant agricole, parce que souvent, ça commence par là. Et puis après, voilà, sensibiliser aux enjeux de manière plus large, aux enjeux de la protection sociale, aux enjeux de la sécurité sociale. Voilà, c'est ça. Et notre travail, il est là. Et c'est l'enjeu, et moi, c'est l'enjeu que je me suis fixé, et c'est le cap aussi qu'on porte au Conseil central, eh bien de revenir et de faire cette pédagogie, et je pense qu'on a un excellent moyen dans le prolongement des 80 ans de la Sécu. Oui, donc la communication, faire connaître la MSA et faire reconnaître aussi les actions de la MSA et de ses élus, c'est une question importante. Alors moi, je suis enseignant, pour rebondir sur ce que disait le président de la Caisse centrale. C'est vrai qu'il y a une nécessité de communiquer en amont de l'affiliation dans les formations agricoles qui préparent les futurs ressortissants. Donc c'est d'ailleurs des questions qu'on s'est posées en conseil d'administration, sur des axes de travail, d'approfondissement de notre communication auprès de ce public. Et c'est vrai qu'il y a déjà des choses qui sont faites par la MSA Berry-Touraine. Il y a des actions, des interventions dans les établissements. Notre porte d'entrée, en fait, c'est la santé et sécurité au travail. Voilà, sur des formations qui sont en alternance, que ce soit de l'apprentissage ou d'alternance scolaire. Donc c'est une vraie porte d'entrée où on peut, au-delà de la simple problématique des risques professionnels, présenter plus largement le rôle de la MSA. Après, sur les adhérents, et même au-delà des adhérents, on a déjà des outils de communication sur nos actions. Je pourrais vous en citer quelques-uns. On a, à travers nos réseaux sociaux, on a notre page Facebook qui tient à jour régulièrement toutes les actions qui sont conduites au sein de notre caisse. Nous avons également une newsletter, la MSA engagée sur les territoires. Nous avons également des liens avec la presse agricole locale pour valoriser les actions tenues par notre MSA. Donc c'est des choses déjà qui se font pour communiquer sur ce que fait la MSA. Alors, moi j'ai une autre question un peu plus technique de relations adhérents qui casse un peu le rythme. C'est les exploitants et les employeurs de main-d'œuvre disposent-ils d'un accès direct à certains services, notamment ceux relatifs aux cotisations et aux contentieux? Oui, c'est une très bonne question. Je vais faire appel à un ami dans la salle. Juliette Châtelu, elle est sous-directrice en charge de toute la relation avec les entreprises et les exploitants. Et je pense qu'elle va pouvoir vous apporter toutes les précisions. Mais effectivement, il y a un accès direct. Bonjour, alors je ne sais pas d'où vient la question, mais bonjour à tous. En effet, on a des lignes téléphoniques dédiées pour nos publics à la fois exploitants sur les aspects contentieux, donc dès lors qu'il y a un recouvrement qui est en cours et donc une question par rapport à cette somme à recouvrer, donc une ligne dédiée contentieux, une ligne dédiée également pour nos employeurs en ce qui concerne leur cotisation salariale.
Donc, ce sont 2 lignes téléphoniques qui sont assurées par nos experts des services contentieux et cotisations salariales. Donc, elles sont accessibles tous les jours, en tout cas du lundi au vendredi, de 9h à 12h. Et donc, vous expliquez aussi pourquoi cette demi-journée, puisque l'après-midi, ce sont les mêmes équipes qui vont traiter les dossiers. Donc l'avantage, c'est que vous avez vraiment au téléphone des personnes expertes et un numéro individualisé selon votre situation. Donc vous avez vraiment un référent qui va répondre à l'exploitant et à l'employeur de main-d'œuvre. Et puis ensuite, pour les questions qui concernent les cotisations non salariales, là, on invite à contacter la plateforme téléphonique, donc le numéro commun MSA, et un expert au contact pour répondre à ces situations. Donc on a bien des équipes dédiées en fonction des problématiques qui peuvent vous accompagner. Voilà. Prochaine question. Merci Juliette. Bonjour à tous, Jocelyne Pasquereau, élue Chinon, donc département 37, sud-ouest du département. Je suis aussi élue Chambre d'agriculture en Indre-et-Loire et présidente de Réagir 37. C'est dans ce cadre-là que je voudrais poser ma question sur un point de vue technique. Je pense que c'est plus pour Monsieur Lemort la question. Dans le cadre de Réagir 37, quand nous n'avons pas de système d'alerte au niveau de la MSA pour les défauts de cotisation avant taxation d'office qui peuvent intervenir entre 3 et 4 ans après les premiers défauts de paiement. Est-ce qu'il serait possible de mettre en place un système beaucoup plus rapide pour éviter d'avoir des taxations après 3 ans de non-cotisation? Alors, donc là, on parle des gens qui n'ont pas renvoyé leur déclaration, ni leur déclaration de revenus, voilà. Ni payé la moindre cotisation pendant très longtemps. Ouais. Alors, on a Ce sont des agriculteurs en difficulté ou très grande difficulté. Alors, on a des systèmes d'alerte sur les primo-débiteurs notamment, où on a une interlocution directe, on a des alertes SMS et on a une prise de contact. Mais Juliette, puisque tu es là, elle va vous détailler en fait tout le circuit en fait qu'on a mis en place pour éviter justement que ces personnes-là puissent se trouver en situation délicate. Parce que la taxation d'office, en fait, c'est un dispositif dans lequel on a l'obligation réglementaire de procéder à une forfaitisation qui a à la fois pour objectif de faire en sorte que l'adhérent se manifeste, parce que dès lors qu'il se manifeste pour faire une déclaration, fût-elle à zéro, en fait, au niveau des revenus, cette déclaration va nous permettre de recalculer totalement les cotisations pour que le niveau de cotisation qui lui est appelé lui soit évidemment beaucoup plus favorable. Donc peut-être vous apporter des précisions sur les campagnes de relance qu'on fait, puisque donc chaque année, il y a cette campagne de déclaration de revenus. Donc il y a une communication qui est faite de façon générale auprès de nos publics, auprès des exploitants. À chaque année, ce qu'on a pour commencer cette information, on fait une réunion auprès de nos partenaires, donc les centres de gestion, les services de l'État, la Chambre d'agriculture, donc toutes les personnes qui peuvent aussi accompagner les exploitants qui seraient davantage éloignés de cette information. Et donc on informe sur l'importance de cette déclaration de revenus professionnels. Donc c'est un peu comme ça qu'on commence notre campagne de communication d'information. Et ensuite, à partir du mois de juin, du mois de juillet, donc dès lors que la campagne déclarative est terminée, on a des actions personnalisées et vraiment là qui vont cibler les personnes qui n'ont pas déclaré leurs revenus. Donc on a d'abord des courriers, donc on a 2 courriers de rappel qui sont envoyés. On fait du SMS également. Donc là, ce sont des actions qui vont s'échelonner entre juillet et septembre. Et donc on a à peu près entre 4 et 5 contacts pour vraiment essayer de rattraper ces personnes qui n'auraient pas déclaré de revenus. Et récemment, ce qu'on a mis en place, donc là c'est depuis l'année dernière, une fois que ces actions ont été menées, donc on constate donc déjà qu'elles sont efficaces et qu'elles permettent vraiment de réduire de façon très importante l'absence de déclaration de revenus. On a vu quand on compare entre 2023 et 2025, on a réussi à diminuer de 30 à 40% le nombre de personnes en taxation d'office. Donc c'est quand même déjà très important. Et en complément de toutes ces actions de rappel,
On va aussi avoir du phoning. Donc là, on a des conseillers qui vont appeler les personnes qui sont en difficulté et qui n'ont pas déclaré leurs revenus. Et on essaie de comprendre leur situation, voir si ce sont des problèmes d'éloignement administratif, voir si on peut les orienter vers des partenaires aussi pour les aider à faire ces déclarations. Et ça permet, encore une fois, là, de rattraper ces situations. Donc voilà, vous voyez, on a plusieurs actions qui sont cadencées à la fois dans le temps auprès des partenaires et directement auprès des exploitants pour pouvoir récupérer ces revenus professionnels et faire ensuite le bon calcul des cotisations qui, comme l'indiquait Étienne Lemort, est favorable aux exploitants puisque la taxation d'office, à l'inverse, aboutit à des montants très élevés. Merci. Et effectivement, ceux que vous voyez après dans les cellules réagir, c'est ceux qui, in fine, n'ont pas bougé en fait face à ces nombreuses relances. Et il y aura toujours, de toute façon, un matelas de personnes qui ne réagiront pas pour des raisons qui leur sont propres, qui tiennent à la difficulté dans laquelle ils se trouvent, qui tiennent au niveau de maîtrise des outils, raison pour laquelle on a encore besoin de garder toujours une interlocution physique vis-à-vis des gens dans ces situations-là. L'organisation actuelle a réduit le contact direct entre la MSA et les exploitants agricoles, ce qui limite la compréhension par la direction de la réalité quotidienne vécue sur le terrain. Dans ce contexte, pour restaurer une connaissance fine de la réalité de terrain, les délégués souhaiteraient inviter l'ensemble de la direction à découvrir directement sur le terrain le quotidien d'un chef d'exploitation, tant dans la gestion physique de son métier que dans les aspects comptables et administratifs, afin de renforcer la compréhension des réalités vécues et d'envisager éventuellement l'amélioration de l'accompagnement des adhérents. Mais avec plaisir. Alors, on est déjà allé sur le terrain, je vous rassure. Tous les agents de direction nouvellement nommés, à l'époque, et on va continuer, ont été invités, au moins par Pascal Cormery sur son exploitation, à voir comment ça fonctionne. J'ai une paire de bottes toujours dans mon coffre de voiture, donc il n'y a aucun souci, je peux improviser une visite ici ou là. On a, avec le conseil d'administration ou le bureau, déjà tenu des réunions sur le terrain, dans des exploitations. On est allé dans le Loir-et-Cher à la ferme de la Motte très récemment. Par le passé, on avait tenu aussi une réunion dans une exploitation élevage bovin, viande, qui fournit une grande chaîne connue de fabricants d'hamburgers que je ne nommerai pas. Et puis on a eu aussi l'occasion dans une entreprise maraîchère aussi il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans. Donc ce sont des réalités que l'on connaît. Au-delà de ça, c'est en fait la question que vous posez, c'est est-ce qu'on connaît la réalité d'une entreprise agricole? Alors évidemment, nos services, oui, on la connaît. C'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément besoin de se mettre à côté d'un exploitant avec sa compta sous la main pour comprendre, en fait, parce qu'on connaît ces choses-là déjà. On a aussi des formations sur le sujet qui nous permettent d'appréhender à la fois la réalité, la difficulté des sujets auxquels ils sont confrontés. Les services contentieux, cotisations sont très au fait de la réalité des choses. Et la différence peut-être d'un régime agricole avec peut-être d'autres régimes, c'est que ce sont des régimes professionnels. Et donc ça nous oblige à connaître la réalité professionnelle de ceux à qui s'adresse notre protection sociale. Mais on est quand même tout à fait disposé à aller sur le terrain, à découvrir, redécouvrir un certain nombre de réalités, parce que l'agriculture, c'est pas l'agriculture, ce sont les agricultures. Elles sont toutes très différentes, et même les agriculteurs sont même très différents selon la taille, selon l'endroit de l'exploitation, selon les sujets qui sont traités, les productions, etc. Voilà. Mais ce sera toujours avec plaisir qu'on ira sur le terrain, il n'y a pas de souci. Et objectivement, les membres du conseil d'administration sont en partie des exploitants agricoles, donc confrontés eux-mêmes à un tas de sujets du quotidien. Donc on s'en fait aussi l'écho en tant que relais.
Je vous ai cité des grosses exploitations pour vous montrer les exemples de réunions qu'on a pu tenir sur le terrain, mais bien sûr, les petites exploitations ont des difficultés. Alors pas que les petites aussi, d'ailleurs. Certaines grosses exploitations ont des difficultés. Mais oui, mais si vous voulez, on connaît cette réalité de la difficulté. D'ailleurs, on est mobilisé que sur les difficultés, en fait. Et on est quelque part, si vous voulez, quand on parle aussi de la satisfaction ou de l'insatisfaction, ceux qui se manifestent sont ceux qui sont en difficulté. Donc on est spécialiste quelque part de ce qui ne marche pas bien, parce qu'on n'est pas appelé sur les dossiers ou sur les entreprises qui fonctionnent bien. On est mobilisé que sur celles qui ne fonctionnent pas. Et donc on les connaît aussi, évidemment. La majorité des relations que le service contentieux au recouvrement a avec les exploitations, ce sont évidemment celles qui sont en difficulté. Oui, alors Catherine Provendier, Loir-et-Cher. Donc pour rebondir tout à l'heure à votre exposé sur les plateformes téléphoniques, pourriez-vous renforcer les effectifs de la plateforme téléphonique et des services des prestations sociales afin de garantir des réponses plus rapides et de réduire les délais de traitement des demandes? Est-ce qu'il est possible de... Alors, j'ai un peu parlé du plan de progrès, là, donc je peux revenir dessus. Effectivement, on travaille. Alors, on a renforcé déjà l'effectif de la plateforme téléphonique. On est en train d'augmenter la productivité sur la plateforme téléphonique. On a revu un certain nombre de sujets de management, de conduite, de pilotage de cette plateforme téléphonique qui avait besoin aussi d'être revue. On est en train de mieux organiser les relations entre la plateforme et les services, et les services de production, sur le niveau de réponse téléphonique. Donc en fait, on est en train de jouer sur tous les déterminants de l'amélioration de la qualité de la réponse téléphonique, dont le renforcement d'effectifs n'est pas le seul levier possible. Et puis à un moment donné, si vous renforcez le nombre de personnes sur la plateforme, vous allez les prendre dans les services de production. Donc il faut trouver cet équilibre entre l'effectif en production et l'effectif sur la plateforme. Et ça, c'est ce à quoi on s'attache. Et c'est aussi pour ça qu'on renforce le pilotage général de l'entreprise sur l'efficience, parce que si on ne peut pas renforcer, ou si on est obligé de diminuer l'effectif en production, il faudra qu'on ne dégrade pas la performance sur la production. Voilà. Donc c'est une question d'équilibre. Donc je ne vais pas vous dire que je vais mettre tous les moyens sur la plateforme de service, parce que sinon, ça déshabillera le reste de l'entreprise. Oui, bonjour, Sébastien Dubois du canton de Chambord, Loir-et-Cher. Merci de nous donner la parole. Moi, j'ai une interrogation et une proposition. En fait, Madame la Présidente, vous nous avez confié en fait notre mission finalement en tant que délégué élu, faire connaître, faire reconnaître l'institution, et ça, on en est conscient. On a porté des actions et des réflexions au mois de novembre avec l'échelon. Avec les taux de satisfaction qu'on a vus tout à l'heure, monsieur le directeur, en fait, moi j'ai quand même une interrogation et qui est la suivante, c'est comment pouvons-nous mener sereinement des actions opérationnelles de vie mutualiste avec un taux de satisfaction aussi dégradé? Donc ça, c'est ma première question. Ma proposition, en fait, c'est qu'en novembre, quand on a porté nos réflexions sur nos actions avec les collègues de l'échelon, en fait, moi, je n'avais pas les taux de satisfaction, mais je suis allé sur Google. Comme quand je vais au restaurant, je regarde les notations. Alors, la différence, c'est qu'au resto, on choisit la MSA, on est adhérent et point. 1,7 sur 5. La MSA de Blois, et j'ai regardé l'Inde là, tout de suite, c'est 1,4. Alors, on n'a pas besoin effectivement d'avoir réellement le taux, puisqu'on le savait déjà, mais on avait fait une proposition, et je la réitère aujourd'hui, c'est de dire on peut vous aider sur la partie exécutive. En tous les cas, on peut peut-être apporter notre vision, et ça rejoint un petit peu la question d'avant, sur les actions en fait, qu'on aurait peut-être à mener pour que, in fine, tout se passe bien. Voilà. Donc voilà, c'est une proposition peut-être en cohérence avec l'exécutif et nous-mêmes. Madame la Présidente, peut-être qu'il faudra
qu'on essaye de travailler plus ensemble, en commun, parce que c'est un vrai sujet quand même, malgré tout. Porter des actions dans une difficulté comme ça, avec une image quand même qui est compliquée aujourd'hui, avec un taux de satisfaction qui n'est pas brillant. Voilà, je pense qu'il y a des choses à emmener en commun. Merci. Donc, comme je disais, je ne suis pas naïve par rapport à cette réalité-là. Des réunions tendues pendant l'hiver, on en a faites. Et au final, donc comme j'ai dit, avec des invectives fortes. Et en fait, ce qui a été relevé, donc, c'est de pouvoir apporter un niveau d'explication. Et c'était aussi le fait d'avoir été présent et de ne pas s'être dérobé par rapport à cette confrontation aux critiques. Et c'est peut-être ce que je m'étais dit qui me serait le plus difficile à aborder en tant que présidente, parce que on va se le dire, c'est quand même pas la partie la plus agréable de se prendre des remarques. Et finalement, je me dis que c'est là où on est le plus utile, de pouvoir démontrer ou expliquer ce qu'on fait, redonner une place aussi à des informations justes. Et je pense vraiment qu'on a à être présent. Et effectivement, pas dans un rôle de figurant, mais vraiment de pouvoir exprimer ce dont on s'est parlé, de l'ADN de la MSA. Mais oui, tout à fait d'accord pour la proposition. Bonjour, Éric Dallet. Plusieurs questions. Déjà, une première. Vous avez parlé pardon, je n'ai pas trouvé mon mot. Du nombre de... au niveau du conseil d'administration, j'aimerais connaître le pourcentage dans le deuxième collège de personnes qui représentent les salariés de la production. Je pense qu'on est en sous-effectif. C'est une première réflexion. La deuxième, vous parlez du mal-être en agriculture. Au niveau de Malakoff Humanis, en région Centre-Val de Loire, on a, par le 1% santé, mis en place des actions de prévention, normalement les troubles musculo-squelettiques. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'avoir des synergies entre la MSA et Malakoff Humanis, qui est la complémentaire santé pour les salariés de la production, pour mener à bien ces actions ou avoir une action plus amplifiée encore? C'est une première réflexion. Deuxième réflexion, au niveau de toujours Malakoff Humanis, on lance en région Centre-Val de Loire les gestes qui sauvent pour les salariés de la production. Je parle toujours des salariés de la production, pas d'organismes. Est-ce qu'il serait possible que cette action soit amplifiée et soutenue par la MSA Berry-Touraine, et y compris MSA Beauce-Cœur de Loire? Alors, pour répondre au premier point, au sein de nos administrateurs du deuxième collège, sur ce mandat, nous n'avons pas de salariés issus de la production. Après, ça, c'est la façon dont les listes ont été présentées avec les candidats qui étaient présents sur les listes. Donc ça, c'est indépendant de la volonté des autres collèges ou du conseil d'administration. Voilà, ça, c'est une histoire démocratique au sein des organisations syndicales. Ensuite, en termes de collaboration avec Malakoff Humanis sur des sujets à destination des salariés, de prévention des risques professionnels. Alors après, Malakoff Humanis organise des actions qui correspondent à sa politique interne, sa stratégie de communication aussi. Nous, on a la responsabilité de la médecine du travail et de la prévention des risques professionnels qui répond à
à des critères assez précis. On a l'avantage dans la salle d'avoir notre médecin du travail, chef de service de la SST, qui, je pense, va pouvoir vous donner son avis sur le sujet, parce que nous, on organise, Emmanuel, je ne vois pas où tu es, voilà. Et nous, on organise en fait notre politique de prévention en fonction d'une politique nationale de santé en la matière. Emmanuel va pouvoir vous expliquer les choses. Bon, je pense que si on aborde la prévention des risques musculo-squelettiques, ça va être long et fastidieux. Je pense plutôt qu'il faut restituer deux choses différentes, les risques et les troubles. L'action de prévention, c'est limiter les risques, et c'est à quoi on s'attache au quotidien dans les 3 départements, au sein des entreprises, pour justement limiter les risques de troubles musculo-squelettiques par tous les moyens dont on dispose aussi bien en prévention qu'en protection. Et puis après, il y a un vrai sujet qui a été évoqué en préambule de cette séance, qui est la gestion des troubles musculo-squelettiques et donc l'accès aux soins, qui lui dépasse la médecine du travail, et dont accès aux soins dont on sait qu'il est difficile dans la région Centre-Val de Loire, puisque c'est la région la moins bien dotée sur le territoire national métropolitain, aussi bien en offre de soins généralistes qu'en offre de soins spécialistes. Et donc on sait que l'ensemble des ayants droit du régime éprouvent des difficultés à avoir accès à un médecin, mais également à un kinésithérapeute, etc. Cet accès aux soins, il est difficile du fait du défaut d'offre, mais aussi parfois du fait de son coût, puisque l'accès aux soins n'est pas toujours intégralement pris en charge, et donc ça limite aussi cet accès aux soins. Et donc sur ce volet des troubles et risques musculo-squelettiques, il faut vraiment avoir cette approche différenciée, parce que si on a une approche que sur l'accès aux soins, on ne traite pas le risque, et donc c'est un cercle vicieux. En ne traitant jamais la cause, on aura toujours à assumer les conséquences. Et pour autant, aujourd'hui, moi, dans mon périmètre de responsabilité en traitant le risque, je n'ignore pas que la population exposée a des enjeux de prise en charge, mais qui eux, échappent à la charge de mon équipe, parce que tout simplement, on n'est pas un service de soins, mais un service de prévention. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Et pour compléter, merci Emmanuel en tout cas pour cette réponse, et pour compléter, si Malakoff Humanis veut organiser en partenariat des actions avec la MSA, je vous invite à lui signifier que Malakoff Humanis peut se tourner vers nous pour qu'on puisse étudier en fait la portée, l'intérêt qu'aurait une action telle que Malakoff Humanis veut la porter en fait, voilà, et de voir si ça s'inscrit bien à la fois dans l'aspect médical qu'on est disposé à porter ou de prévention, et de voir si en termes de stratégie de communication et de public concerné, c'est aussi convergent, voilà. Donc pas d'opposition de principe, mais il faut étudier le contenu. Oui, je ne méconnais pas, oui, ce point très très important, hein, effectivement. Emmanuel avait un complément. Oui. Et on n'est pas enfermé dans le régime agricole. Nous, on travaille aussi en parallèle avec la DRETS, et donc notre plan santé au travail du régime agricole, il est très largement convergent avec le plan national en santé au travail qui est porté par la DRETS. Nos services, ils sont certifiés par l'AFNOR, et demain ils seront agréés par la DRETS, donc il y a une forte convergence et congruence entre le régime agricole et les interrégimes. Et sur les actions qui sont envisagées dans le futur plan du régime général et plus largement des interrégimes, les troubles musculo-squelettiques sont intégrés et on est très connecté avec eux. Et donc, s'il y a des synergies à mettre en place avec d'autres acteurs, on le fait déjà. On n'est pas enfermé dans notre activité.
Je crois qu'il y a une dernière question. Merci Emmanuel. Il y a une dernière question, je pense, parce que le temps... Ah, voilà. Bonjour à toutes et tous. Je voudrais tout d'abord saluer le président Frutero au nom du conseil départemental. Alors j'ai une question qui rentre tout à fait dans le domaine de compétences de la MSA. C'est le problème de la santé, président. Et quand je vois tout à l'heure la présentation dans le cadre de France Santé, est-ce que vous pourriez décrypter un peu les choses et quel rôle aura la MSA dans ce dispositif France Santé? Parce que nous sommes malheureusement dans l'Inde, dans un département désert médical, avant-dernier de France. On est juste à côté de la Corse, vous voyez. Il fait un peu moins bon, mais voilà. Hein. Et le système de santé dans ce département, le dispositif de santé est absolument lamentable. J'ai fait un courrier en tant que président des maires du département à Madame la ministre, mais peut-être que vous m'en direz plus. J'ai eu une réponse, mais ce serait savoir à quel titre et comment vous allez pouvoir intercéder sur les décisions de France Santé ou rentrer dans le dispositif. Voilà. Hein. Alors, merci pour la question. Bon, moi, déjà, je rejoins votre ressenti sur la préoccupation majeure autour des enjeux de santé, notamment dans les territoires ruraux. C'est un sujet que l'on porte et c'est une réelle réflexion à la MSA autour de ces sujets et très localement d'ailleurs. Hein, chaque territoire, alors souvent autour des contrats locaux de santé, c'est organisé pour essayer de dynamiser le tissu rural. La MSA a une vocation, et dans certains territoires, je dirais, d'accompagnement, d'ingénierie de projet pour essayer justement avec les acteurs qui sont les siens de voir comment, avec les collectivités locales, eh bien, il y a possibilité d'accompagner les territoires. Après, nous on n'a pas vocation, hein, je veux dire, à l'implantation. Moi, je suis le relais effectivement de ces préoccupations qui sont majeures. Après, sur le sujet de France Santé dont vous parlez, aujourd'hui, nous sommes au début du dispositif. La MSA en sera un acteur de ce dispositif. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas le décodage complet de la place, de l'action qui sera la nôtre. Bien sûr que nous prendrons une part dans la réflexion autour de ce sujet pour accompagner les territoires. C'est une préoccupation, la préoccupation de la désertification médicale dans nos territoires est majeure. Encore une fois, on essaiera, on va continuer cet accompagnement dans l'outillage, l'aide aux collectivités locales avec notre expertise autour de ces situations. Voilà, moi ce que je peux vous dire, sur le domaine de France Santé, je n'irai pas plus loin, on est vraiment dans le début du partenariat de la réflexion, mais encore une fois, la préoccupation est là et l'ingénierie qui est la nôtre, autour des professionnels qui sont les nôtres dans les caisses, on la mettra au service des populations et surtout au service des collectivités locales et territoriales. Voilà. Mais sur le sujet principalement de France Santé, voilà, on est vraiment au début de la réflexion du dispositif.